Always trust. We ask the questions. What is needed in the world? After the marches in cities across France and the public funerals, an intense debate is shaping up here in Paris about freedom of speech, the meaning of a word or a picture, and what, if any, limits should be imposed on them. A new issue of Charlie Hebdo is selling in record numbers with no interference from authorities. At the same time, police quickly arrested a controversial comedian after he allegedly made a public statement in support of the attackers. Are double standards being used here? Bonjour. One of the most celebrated authors in France today is Yasmina Khadra. He's Muslim and was born in Algeria, where he served in the military. He started writing about his experiences protecting himself against censorship by adopting a female pseudonym. After spending years in France as a writer, he ran for the presidency in Algeria. He didn't win, but it gave him an opportunity to get involved in the political changes sweeping North Africa. In other words, Yasmina Khadra is a man whose own life stands right at the intersection of the big debate going on here about Islam and the West, Muslims in France, the role of art and literature, and today he talks to Al Jazeera. Yasmina Khadra, it's a great pleasure to have you with us on Al Jazeera today. Merci beaucoup de me recevoir. I'd like to start by talking to you about very recent events here in France, the series of shooting attacks. I'd like to ask you, when you first heard about the attack at Charlie Hebdo, what was your initial reaction? Ça a été une réaction, j'ai été choqué, même si je suis algérien, même si je viens d'un pays où on a eu quand même 200 000 morts et où nous avons traversé une décennie terriblement noire, on reste toujours choqué par un attentat. Parce que chaque opération meurtrière nous renvoie un petit peu à ce que nous avons vécu chez nous en Algérie. Et c'est normal, aucun être humain ne peut se familiariser avec l'atrocité. Then, as the days progressed, we got more information from the police and they named the Kouachi brothers as suspects, brothers of Algerian origin. How did you receive this information? Pour moi, le meurtrier n'a pas d'identité. Il n'a pas de nationalité. Il est caractérisé, il est identifié par son méfait. Donc, ce n'est pas parce qu'il est algérien que je dois d'un seul coup me sentir coupable. Il faut arrêter justement de faire ce lien qui ne devrait pas exister entre l'origine d'un meurtrier et son acte. Il faut se focaliser sur l'acte et rien de plus. Because that has been a phenomenon in recent days, in that some parts of French society have said that the Muslim community should come out as a whole and condemn this. So you're saying, in fact, that it's inappropriate, in a way, to expect a whole community to apologise for the acts of someone who maybe has nothing to do with them at all. Moi, je trouve que cette réaction condamnant les musulmans est une erreur grossière. C'est un manque de culture, un manque de sagesse, un manque de lucidité. Les musulmans n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans le monde, puisqu'ils sont les premières victimes de ce phénomène. Et je désapprouve même les musulmans qui se justifient, qui se disent « nous, on n'a rien à voir ». Mais ça se voit qu'on n'a rien à voir avec ces gens-là. Et puis, les meurtriers, ils sont nés en France, ils ont grandi en France, ils sont quelque part les enfants de la France et non pas les enfants de l'islam. Je ne sais pas, c'est cette confusion qui m'effraie. Parce que quand on ne sait pas faire la différence entre un méfait et une nation, c'est qu'on est vraiment dans l'erreur la plus absurde et la plus dangereuse. Il faut arrêter justement de toujours réagir. Il faut réagir avec intelligence. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de rester lucides, de rester sages. La seule façon de combattre peut-être ce fléau, c'est de l'isoler. Il faut l'isoler complètement dans ce qu'il est en train de faire. Ne plus l'associer à une communauté qu'il prétend défendre ou à une religion qu'il prétend incarner. Un Dieu, il n'a pas besoin d'être défendu par des mortels. C'est Dieu. Comment peut-il mandater des mortels, des êtres vulnérables, misérables, pauvres,
à le défendre. Donc, on est un peu dans l'absurde. Nous sommes en train de vivre l'absurdité dans ce cas-là de plus immonde. There have been tensions exposed in French society, notably between those who've said freedom of speech is an absolute right, and others who've said, but freedom of religion is also an absolute right. Where do the boundaries lie? Juste, tout le problème est là, parce que nous sommes en train d'assister à l'affrontement des extrêmes. D'un côté, en France par exemple, la liberté d'expression est sacrée. Et de l'autre, la religion, pour tous les croyants, elle est sacrée. Et bien sûr, tous les deux ont raison de défendre leurs valeurs. Mais tous les deux ont tort d'imposer leurs valeurs aux autres. Donc il faut savoir, et je pense que c'est aux plus intelligents, aux plus cultivés, de faire certaines concessions. Et cette concession ne veut pas dire qu'il faut accepter, il faut respecter. Il faut respecter la foi des autres, il faut respecter la culture des autres, il faut respecter la mentalité des autres. Et c'est uniquement dans cet espace qu'on pourrait trouver une solution. Mais si on reste chacun dans son coin, à s'entêter, à ne pas vouloir voir l'autre, ben c'est un dialogue de sourds. Et le dialogue de sourds n'a jamais apporté le moindre éclairage sur cette nébuleuse qu'on appelle l'islamisme. Now, the huge demonstration that we saw, not only here in Paris, but all over the country, I mean, you participated in that. Can you tell us how and why you decided to take part? Moi, je trouve que c'est une réaction fantastique. Moi, je salue cette réaction spontanée qui a été conduite par l'émotion et aussi par ce sentiment d'être ensemble parce qu'il y a un danger. Et une nation comme la nation française qui a réagi de cette façon prouve que c'est une nation qui pourrait ne jamais être vaincue par les attentats ou par la menace. Moi, j'ai trouvé ça fantastique. En même temps, j'ai beaucoup aimé le fait que cette nation qui est sortie dans la rue s'identifie aussi bien aux juifs, aux musulmans, aux chrétiens, à l'athée et à tout le monde. Donc, c'est un appel de la citoyenneté. La citoyenneté est le socle de toutes les sociétés. Ce n'est pas l'identité qui fait une nation, c'est la citoyenneté. Le plus grand exemple que nous avons, c'est les États-Unis. C'est un ensemble de toutes les communautés, mais il n'y a qu'un seul socle, c'est l'américain. Et c'est dans cette optique que nous pouvons peut-être percevoir le salut de l'humanité. On est tout le temps en train d'avoir peur du multiculturalisme. Moi, je trouve que c'est le futur de l'humanité. Moi, je suis un multiculturel. Et la tragédie humaine aujourd'hui, c'est qu'il existe des nations qui pensent ne plus avoir quelque chose à apprendre du monde. Elle s'autosatisfait et elle croit tout savoir et s'empêche d'aller vers les autres. Mais je trouve que la planète, elle appartient à toute l'humanité. Et l'humanité ne peut pas accéder à ce qu'elle est véritablement si elle n'essaye pas de découvrir d'autres espaces, avoir la curiosité saine. Parce que, je l'ai toujours dit dans un de mes livres, celui qui vit pleinement sa vie est celui qui sait vivre, qui sait aimer de chaque religion un saint et de chaque folklore un chant. Et c'est de cette façon qu'on est véritablement un être humain. Sinon, on reste français, on reste algérien, on reste qatari et on ne sera jamais être humain. Going back to the demonstrations, there's this one slogan that's emerged very much as the slogan, Je suis Charlie, I am Charlie. Is that a slogan you identify with? Are you Charlie as well? Je suis l'hebdo libéré. Je suis Mesmar Jha. Je suis Tahar Djaout. Je suis Yassef Ismail Yefsah. Je suis Abdelrahman Mahmoudi. Voilà, parce que nous avons été les premiers à être touchés. L'Algérie a perdu plus de journalistes que l'ensemble du monde. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, je n'ai pas le droit d'être Charlie, mais je ne peux que l'inviter à nous rejoindre, ce Charlie. Parce que nous avons été les premières victimes. Et attention, quand l'Algérie vivait cette tragédie, elle était complètement isolée du monde. C'est-à-dire que personne ne s'intéressait. Et en plus, ils faisaient passer nos héros pour des assassins, pour des criminels. Vous avez oublié qu'au début des années 2000, on disait qu'en Algérie, il n'y avait pas de terroristes, que c'était le militaire qui tuait. Et moi-même, moi, en tant qu'ancien officier, je paye encore le fait d'avoir défendu la vérité. Donc il faut aussi reconnaître ses torts. Now, in recent days as well in France, we've had very much, it's actually, I think, a fake quotation. It's attributed to Voltaire, but I don't think it was Voltaire who wrote it at all, this quotation that I disagree with what you say, but I will defend to the death
your right to say it. Is that a statement that you would agree with? Oui, moi je suis d'accord. Moi je respecte les idées des autres parce que j'ai les miennes. Et je sais qu'elles sont valables, je sais qu'elles sont bonnes. Donc les idées des autres ne m'effraient pas. Au contraire, elles m'instruisent. Elles me réconfortent dans mes certitudes. Et quelquefois, elles m'interpellent parce que je me pose la question de savoir si je suis dans le vrai ou si je suis dans le faux. Et c'est bien d'apprendre tous les jours. C'est vrai, moi je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses, mais ça ne me dérange pas qu'elles existent, parce que ça fait partie du monde. Croire que l'humanité est uniforme est une erreur grossière. Je crois que Nietzsche disait quand la paix règne, l'homme belliqueux se fait la guerre à lui-même. Voilà, donc. Mais il y a aussi John Steinbeck qui dit l'insulte ne demeure-t-elle que lorsqu'elle s'adresse à un homme peu sûr de sa valeur. Quand on sait qui on est inébranlable. Moi, personnellement, en France, vous savez, j'ai un grand lectorat en France. J'ai 4 millions de lecteurs en France seulement. Un Français sur 50 a lu au moins un de mes livres. Mais en même temps, par exemple, dans le milieu intellectuel, je suis vomi, je suis exclu. Mais ça ne m'empêche pas de rester dans ma générosité. Parce qu'il n'y a il y a deux façons de réagir à l'exclusion. Soit on est dans le pire, ce qui traduit un petit peu ce qui se passe dans cet intégrisme, soit on cherche à donner le meilleur de soi. Moi, j'ai opté pour donner le meilleur de moi-même. Let's go on to another controversial writer now who also has been criticized by and even threatened by certain Muslims, Salman Rushdie. Oui. Now, Salman Rushdie said that religious totalitarianism is at the heart of Islam. Je ne suis pas du tout d'accord, parce que l'islam, c'est la foi. C'est une orientation, c'est une transcendance. Ça n'a absolument rien à voir avec les dérives. Les dérives sont humaines. Il ne faut pas confondre la foi et l'idéologie, parce que l'idéologie est créée par l'homme et la religion est censée être cosmique. Donc moi, je trouve qu'au contraire, la majorité des musulmans sont des gens braves, ils sont généreux, ils sont hospitaliers, ils sont aimants, ils sont fraternels, et je ne vois pas comment on s'autorise à réduire toute une nation musulmane à quelques milliers de personnes qui sont dans l'erreur finalement. Parce qu'il y a deux sortes d'intégrisme. Hein. Enfin, dans l'intégrisme, il y a deux sortes d'individus. Il y a ceux qui ont été dévoyés, ceux qui ont été endoctrinés parce qu'ils sont fragiles, parce qu'ils sont vulnérables, parce qu'ils n'ont pas de repères, parce qu'ils ont été exclus quelque part, parce qu'ils se sont humiliés. Donc, c'est une réaction vindicative. Et puis, il y a les autres. Il y a aussi le mercenariat. Il y a beaucoup de gens qui ont rejoint ce mouvement pour s'enrichir et qui ne penseraient jamais à mourir parce qu'ils savent que la vie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas sacrifier. Et moi-même, j'ai dit quelque part que le plus grand sacrifice, ce n'est pas de mourir pour une cause, mais de continuer d'aimer la vie malgré tout. C'est ça le grand sacrifice. C'est-à-dire malgré les déconvenus, malgré les déboires, les désillusions, les désenchantements, il faut toujours rester accroché à cette parcelle d'existence que la nature nous donne. C'est une générosité naturelle, le fait d'être en vie. Et puis, je dirais tout simplement aux gens qui ont choisi le chemin de la perdition que c'est vrai que par moments, on est tellement touché au fond de soi qu'on sombre dans la colère, mais il existe une échappatoire. Et cette échappatoire, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut trouver des ressources au fond de nous-mêmes pour réinventer le rêve, pour réinventer le bonheur, parce qu'il existe. Même si on a le sentiment que cette chose nous a été confisquée, on peut toujours la récupérer. It's difficult to talk about censorship in France and freedom of speech in France without talking about Dieudonné and Mballa. What he's doing, is that also exercising his right of freedom of speech? Because he's been accused of inciting violence, inciting religious hatred, condoning terrorism. Where does the boundary lie? Is he acceptable? Is he not acceptable in society? Moi, je trouve que c'est une maladresse. On est maintenant le gouvernement français qui a été admirable. Hein. Il a été admirable dans la gestion des événements du 7 janvier. Et dans sa force et dans sa détermination, il commet certaines erreurs. Moi, je trouve que ce n'est pas la meilleure façon de défendre la liberté d'expression. Il faut savoir être mûr.
Il faut savoir avoir du recul. Et je pense que Dieudonné, quand il a dit ça, il n'a pas fait l'apologie. Même si je ne suis pas d'accord avec pas mal de ses interventions, parce que par endroits, il a été extrêmement malhabile et extrêmement contestable. Mais quand il a dit je me sens Charlie Koulibaly, c'est ça. Eh ben, il n'a pas fait l'apologie du terrorisme. Il a parlé de lui-même. Il a dit en même temps, je suis Charlie parce que j'étais dans un pays de droits de l'homme, mais je suis considéré comme un terroriste. I'd like to talk about some of your writings now and some of the ideas that you've dealt with, and obviously the subject of radicalization. How do young people become radicalized is something that we've seen in a number of your books. I'm thinking in particular The Sirens of Baghdad. And that's obviously a subject that is very much preoccupying people in France now. Can you talk us through the psychology that you see behind these young people and how they do become radicalized? Écoutez, j'ai écrit beaucoup de livres sur cette dérive de la jeunesse. On parle beaucoup des Sirènes de Bagdad, mais les vrais livres que j'ai écrits, ce sont sur ce phénomène, ce sont les Agneaux du Seigneur, qui est traduit en anglais In the Name of God, ou bien À quoi rêvent les loups, Wolf Dreams. C'est ça, et je crois que ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que je parle de ça. Mais qui m'a écouté? Personne. Personne n'écoute, parce qu'on pensait que le malheur était ailleurs, que c'était un phénomène endémique qui ne pourrait jamais déborder les frontières des pays musulmans. Et maintenant, non seulement il est dans tous les pays du monde, mais il a touché même les enfants qui sont de souche. C'est-à-dire qu'ils ont touché des enfants nés chrétiens, nés anglais, nés français, nés allemands. Je reste sidéré, je reste sans voix. On ne veut pas écouter la vérité. Il faut aussi comprendre que nous vivons une époque très difficile. C'est l'époque de l'image qui prime la pensée. Les gens viennent sur un plateau de télévision pour défendre leur image et non pas leur pensée. Nous sommes aussi nous vivons une époque terrible, puisque la rumeur supplante la vérité. Aujourd'hui, vous allez sur le web, vous pouvez lâcher n'importe quoi, n'importe quelle rumeur, elle trouve un écho. Mais la vérité, personne ne veut la défendre. You've spoken about the power of the visual image, and I think the internet and television is all part of that. One of the suggestions that we've heard from French politicians in recent days is, we need to combat the messages which are on the internet and are very easy for young people to see and may even be attractive. We need to combat those messages with positive messages. How would one go about doing that, in your view? Écoutez, Internet, c'est quelque chose qui nous dépasse tous. Hein? Mais est-ce que le fait de combattre ce fléau par la censure est une solution? Moi, je ne sais pas. Moi, tout ce que je sais, c'est que pendant 15 années, ça fait 15 ans qu'on m'attaque, moi, personnellement, sur des détracteurs. Hein. Il raconte n'importe quoi sur moi, que ce n'est pas moi qui écris mes livres, que je suis un plagiaire, que je suis un espion, que je suis un homme du système. Je n'ai jamais réagi. Pourquoi? Parce que je sais que plus on réagit, plus on ne fait qu'engrosser cette dérive, cette crue, ce tsunami malveillant et dévastateur. Mais je ne peux pas, moi je ne suis qu'un citoyen, je n'ai pas assez de recul pour prendre la décision de ceux qui gouvernent, parce que eux, ils sont entourés de conseillers, et je ne sais pas, sincèrement je ne sais pas. Est-ce qu'il faut combattre ces gens-là? Est-ce qu'on peut les combattre d'abord? Dernièrement, on parle beaucoup de complot. Voilà, il y a des gens qui trouvent que c'est un complot. Il y aura toujours quelque part des gens qui vont contester l'incontestable, qui vont essayer de semer le trouble. Et je crois que c'est véhiculé par des gens assez malveillants, mais aussi c'est récupéré par des gens qui n'ont pas assez de recul ni assez d'intelligence pour comprendre ce qui se passe. Moi, j'ai écrit dans un de mes livres, il est des gens, si on venait à étaler sur leurs yeux toutes les splendeurs de la terre, ils ne verraient que leur propre laideur. C'est le monde est ainsi fait. Il faut l'accepter tel qu'il est. Il faut accepter d'être encensé. Il faut accepter d'être enfumé. Il faut accepter d'être vénéré. Il faut accepter d'être détesté. Ça, c'est l'équilibre des choses. Et notre vocation à nous, c'est d'être utile aux autres. La véritable vocation d'un être humain, c'est d'être utile aux autres. Mais il se trouve qu'il existe des êtres humains qui n'ont pour vocation que la nuisance. Il faut accepter ça. On ne peut pas. L'homme
c'est le croisement de l'ange et du démon. Et au fond de nous-mêmes, il y a ce conflit entre le démon et l'ange. Et c'est à nous de choisir notre camp. Il n'y a rien. Je dis à tous ces musulmans, il n'y a rien, absolument rien, au-dessus de ta vie, mais ta vie n'est pas au-dessus de celle des autres. Nous avons la chance d'être en vie, essayons d'en profiter au maximum. Nous allons tous un jour mourir, essayons quand même de bien vivre, essayons de profiter puisque nous croyons en Dieu, essayons de profiter de sa générosité. Regardez comment elle est belle, la planète, comment les places sont fantastiques, comment les femmes sont merveilleuses, comment l'amitié, la joie nous booste, nous enrichit, comment la haine, la déception nous détruit. Voilà, il faut atteindre. Mais je pense qu'on va trouver, il est angélique. Moi, je suis angélique. Je suis angélique, oui. Ça me plaît d'être comme ça. Et si je suis heureux aujourd'hui, si j'ai réussi à surmonter toutes les déconvenues et tous les déboires qui ont jalonné ma vie, si je continue à rester debout en plein cœur des hostilités qui gravitent autour de moi, c'est parce que j'ai choisi d'être angélique. J'aime le monde. Pour moi, chaque rencontre est un enrichissement. Je suis heureux chaque fois que je suis face à quelqu'un, même si que je ne connais pas, mais que j'apprends à connaître. Is that why you decided to run in the presidential elections in Algeria in 2013? What were you hoping to achieve? What were you hoping to do for Algeria? Ça a été d'abord, cet engagement, c'était un devoir citoyen. Moi, je savais qu'en face de moi, je n'allais pas réussir. Mais je me devais de dire sur le terrain même de la contestation, non à un régime qui n'a pas compris qu'il est temps pour lui de s'effacer et de laisser les jeunes générations prendre en charge leur propre devenir. Les Algériens n'ont pas une vie normale. Ils ne vivent pas normalement. Ils sont dans l'angoisse permanente, dans le stress. Ils se lèvent le matin avec 1 million de problèmes et le soir, ils s'endorment avec 1 milliard de problèmes. Ils n'ont pas le sentiment d'améliorer les choses quotidiennement. Ils sont au contraire, ils n'arrêtent pas de s'enliser, de sombrer dans le rejet. Ce n'est pas le terrorisme qui me fait peur, mais le renoncement. Si un citoyen venait à sombrer dans le renoncement, c'est-à-dire dans le désistement, dans l'abandon, dans la reddition, aucun peuple ne peut survivre à ça. I'd like to talk now about your background and about your career as a writer and the kind of challenges facing you. And starting just with the name you're using, some viewers might find it strange that I'm addressing you as Yasmina Khadra, a woman's name. Can you tell us why you had to use this pseudonym? Bon, moi j'ai été dans l'armée algérienne. J'avais écrit pas mal de livres sous mon vrai nom. J'avais écrit 8 livres sous mon vrai nom. Et puis à un certain moment, la hiérarchie militaire, quand elle a vu que j'avais mon nom dans la presse algérienne, quelquefois je recevais quelques prix à l'étranger, ils ont dit, tiens, celui-là, c'est une anomalie, il va falloir l'orienter. Ils m'ont imposé un comité de censure. Moi, je n'ai pas accepté ce comité de censure parce que déjà, je m'auto-censurais. En tant que soldat, je m'auto-censurais. Et c'est ma femme qui m'a donné la force et le courage d'opter pour la clandestinité. Et donc, pendant 11 années, j'ai écrit dans la clandestinité. C'est-à-dire, pendant 11 années, les gens me lisaient, mais ils étaient incapables de mettre un visage sur un pseudonyme. Et si j'ai choisi le pseudonyme de Yasmina Khadra, qui sont les prénoms de ma femme, c'est pour rester redevable à ma femme. Et aussi pour être aux côtés de toutes les femmes musulmanes, parce que je trouve qu'elles méritent tout notre respect. You were talking about self-censorship. You said that at the beginning you were actually censoring yourself. How dangerous do you think that is for journalists, be they newspapers or television stations, self-censorship? Oh, c'est très dangereux parce qu'on n'est plus dans l'information, on n'est plus dans l'utilité. À quoi ça sert de s'autocensurer? Moi, je m'autocensurais dans le choix de mes sujets à traiter en tant que romancier quand j'étais militaire. Mais un journaliste, s'il n'a pas la liberté, il n'a aucune raison d'exister. Nous, tout ce que nous apprenons aujourd'hui dans le monde, c'est grâce aux journalistes. D'accord? Il ne faut pas oublier qu'il y a même des journalistes qui ont payé de leur vie le devoir d'informer. Mais en même temps, est-ce que cette liberté d'expression signifierait aussi impunité? Parce que moi-même, je suis attaqué par des journalistes qui ne m'ont jamais lu. Donc voilà, il faut faire la part des choses. Moi, ce que je crains le plus, c'est que l'information se transforme en opinion. Un journaliste doit faire l'information, il ne doit pas faire l'opinion. Parce que c'est très, très dangereux pour tout le monde.
Yasmina Khadra, it's been a real pleasure for me. Thank C'est you moi. very much for Merci. talking to Al Jazeera. Merci beaucoup. Merci.